bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de parasitologie équine et donc plus particulièrement cette thématique des résistances qui sont vraiment un problème pour la filière. Donc, les scientifiques, les experts les ont identifiés depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a énormément de publications à ce sujet dans le monde et en France, mais la mise en place, la mise en œuvre des mesures pour limiter, ralentir ces résistances au sein des effectifs, des écuries, est parfois difficile à mettre en place et c'est ce que nous allons voir. Alors en introduction, on peut dire qu'une des propriété de la vie, c'est vraiment son extraordinaire pouvoir d'adaptation aux agressions à l'échelle de l'individu et à l'échelle de l'espèce, amplifié par le processus de sélection qui sélectionne les individus les plus aptes à résister. Et ce phénomène d'adaptation se met en place à chaque fois que l'homme tente d'influer chimiquement sur les choses. Alors, on a le problème avec les antibiotiques, les antibiorésistances, les antiparasitaires qui nous concernent aujourd'hui et les produits phytosanitaires. Et les résistances se développent d'autant mieux qu'on utilise de façon intensive ces molécules. Et alors le problème, c'est que ces phénomènes de résistance, notamment pour la résistance aux anthelmintiques, ont été identifiés très tôt, mais leur impact a été masqué par l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules efficaces au moment de leur arrivée. Et donc le problème n'a pas été pris à bras-le-corps. Alors, si on en revient à nos parasites digestifs, des résistances sont présentes pour tous les parasites préoccupants des chevaux, les petits strongles, les ascaris des poulains, et puis là, beaucoup plus récemment, 2023, premier cas de résistance des ténias aux molécules ténicides. Et le problème, c'est que, contrairement aux antibiotiques, une fois que les résistances sont installées, on n'a pas de possible retour à la sensibilité. Et puis, même si l'industrie pharmaceutique travaille activement sur ces sujets, on n'a pas de mise sur le marché imminente de nouvelles molécules pour traiter les chevaux. Donc, il y a vraiment un risque avéré, et puis vous le constatez pour certains d'entre vous, de voir apparaître dans les élevages une grande quantité de parasites résistants et résistants à plusieurs familles d'antiparasitaires. Donc, comment on va pouvoir soigner des chevaux s'ils ont des parasites, notamment des parasites multirésistants. Donc, vraiment, une gestion plus durable de l'infestation parasitaire doit se généraliser pour limiter ce phénomène de résistance dans le seul but de garder notre arsenal thérapeutique. Donc on va faire un petit rappel sur la définition des résistances, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en est en France. Puis on parlera de l'épidémiologie des résistances, c'est-à-dire quelles sont les pratiques à risque. Et enfin, pour finir effectivement sur une note plus positive, comment faire concrètement dans son écurie, dans son élevage pour limiter ces résistances. Donc, un petit rappel, une définition, la résistance, c'est la capacité d'un parasite à survivre à un traitement qui est généralement et qui était initialement efficace contre la même espèce et le même stade de parasite, que ce soit stade adulte ou stade larvaire. Et en fait, un parasite peut acquérir au cours de sa vie une résistance. C'est vraiment un phénomène spontané dans tout le monde du vivant. Un parasite va présenter une mutation génétique qui va lui conférer des propriétés de résistance par rapport à telle ou telle molécule. C'est un phénomène qui est très rare, 1 pour 10 millions d'individus. Donc on a notre cheval qui héberge des parasites sensibles. Un jour, on a une mutation aléatoire génétique qui lui confère ses propriétés de résistance. Si rien ne se passe, vu que ce parasite résistant est là dans un nombre extrêmement faible, il disparaît et la sensibilité des parasites présents persiste. Le problème, c'est la vermifugation intensive. C'est elle qui exerce la pression de sélection
on vermifuge un cheval porteur de parasites résistants et bien sûr, on va sélectionner les parasites résistants qui vont se multiplier et ainsi la résistance va se mettre en place. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les équidés qui sont présents dans une même structure partagent la même communauté de parasites et donc éventuellement de parasites résistants. Et cette résistance va alors concerner tous les chevaux qui vivent dans l'élevage. On peut avoir un élevage où on n'a pas de résistance et puis l'élevage voisin vraiment très proche où les pratiques sanitaires et de vermifuge ont été différentes, où là, on va avoir de la résistance. Donc là, vous avez des chevaux avec un cheval avec un parasite résistant. Ces chevaux excrètent des œufs et des larves sur les herbages. À la vermifugation, on va éliminer tous les parasites sensibles, mais ils persistent sur l'élevage dans l'herbe des parasites sensibles. Et donc, les parasites résistants vont se développer et émettre à leur tour des œufs et des larves résistantes sur l'herbage. Et ainsi, les chevaux qui partagent la même communauté de pâturage vont s'infester avec des œufs et des larves résistantes. Et c'est ainsi que la résistance va s'étendre au sein d'une exploitation. Alors, ce qui est difficile, c'est que cette progression de parasites résistants, elle se fait vraiment très lentement, elle passe inaperçue et on a le déplacement d'une population génétiquement stable sensible progressivement sur de longues années à un passage à une population génétiquement résistante. Alors sur cette période-là où on a la transition, le retour possible à la sensibilité est possible, néanmoins on s'en rend pas compte. Et en fait ça reste inaperçu et le jour où on s'en rend compte, c'est qu'on a des échecs thérapeutiques. Par exemple, un poulain qui a été vermifugé correctement, régulièrement, présente un problème d'ascaridiose avec des coliques et ces fameuses pelotes ascaridiennes alors qu'il a été vermifugé. Et donc, c'est vraiment les cas cliniques d'échecs thérapeutiques qui nous disent attention, on a de la résistance, mais on est un peu trop tard. Alors, on a différentes formes de résistance. La première, c'est la plus simple, c'est la résistance simple. Un parasite donné est résistant à une molécule. Mais en fait, on a des familles de molécules qui agissent avec le même mode d'action par rapport aux parasites. Et donc, dès qu'on a une résistance simple, elle va évoluer vers une résistance de famille. Donc, c'est par exemple la famille des benzimidazoles. Les parasites seront résistants à toutes les molécules de cette famille. Idem pour les lactones macrocycliques. Et alors, le pire des cas, c'est quand un parasite est résistant aux 3 familles de nématodicides. Donc là, on a vraiment de la multirésistance et on n'a plus de molécules efficaces pour soigner les chevaux. Alors, juste un petit rappel des parasites les plus courants des chevaux. Donc les nématodes, on a les petits strongles qu'on appelle également les cyatostomes, les ascaris du poulain et des jeunes chevaux, les grands strongles qui ont pratiquement disparu dans les élevages bien vermifugés, mais néanmoins qui peuvent réapparaître, et les oxures qui sont des parasites plutôt d'intérieur. Après, on a les cestodes ou anoplocéphales ou encore les ténias. Et enfin, les larves de gastérophiles, qui ne sont pas des vers à proprement parler, mais bien des insectes. Et donc, là, vous avez un tableau avec les 3 grandes familles nématodicides qui tuent ces vers ronds, les nématodes. Donc, on a la grande famille des lactones macrocycliques, la famille des benzimidazoles et les pyrimidines. Et donc, à leur mise sur le marché, on voit qu'on avait vraiment une bonne efficacité de toutes ces molécules sur les vers qui nous préoccupent, notamment les petits strongs et les ascaris. Et les ténicides étaient efficaces contre les ténias. Donc là, tout allait bien, on vermifugeait, on avait une efficacité thérapeutique.
aujourd'hui, il y a énormément de publications qui relatent tout ça. La résistance des petits strongles au benzimidazole est extrêmement étendue, donc on ne peut plus utiliser cette molécule sans vérifier au préalable qu'elle fonctionne. Alors que ce soit à dose simple ou pendant 5 jours, hein, ça ne change rien. Le mécanisme génétique de résistance est présent. Ce que vous avez pu constater, que notamment en Normandie, on a une résistance assez présente des ascaris au lactone macrocyclique, parce que ces molécules ont été utilisées intensivement sur les poulains. Et puis, plus grave, on a les premiers indicateurs de moins bonne efficacité de ces lactones macrocycliques par rapport aux petits strongles, et on a les premiers cas publiés aux États-Unis et en Angleterre où on a un échec thérapeutique. Et puis, cette année, comme je vous disais, 2023, on a le premier cas reporté en France d'un échec aux molécules ténicides. Donc, le constat est alarmant. Pour les petits strongles, les lactones macrocycliques sont encore très efficaces, mais moins efficaces que par le passé. Quand on a mis ces molécules sur le marché, pendant 12 à 16 semaines, on n'avait pas d'excrétion d'œufs dans les crottins. Maintenant, il y a certaines publications qui font état de 4 à 5 semaines, plus ces 2 cas de résistance avérée dont je viens de vous parler. Et puis, pour les benzimidazole et le pyrantel, ce sont des molécules qui sont plus trop efficaces. Pour les ascaris, c'est la résistance au lactone macrocyclique. Et comme je vous disais tout à l'heure, absence de possibilité de retour à la sensibilité et pas de nouvelles molécules dans les années qui viennent pour pallier à ce manque d'efficacité. Donc, la question à se poser dans chacune de vos structures, c'est de savoir si on a des résistances ou non. Et ce qui est conseillé, c'est de tester les 3 grandes familles de nématodicides par rapport aux petits strongles tous les 3 ans. Et chez les poulains, petits strongles et ascaris, bien sûr, tous les ans. Le ténia, on va commencer à se poser la question, et après, ça vous permet de savoir quelles molécules sont efficaces dans votre effectif. Alors, comment fait-on? Il y a des tests plus ou moins compliqués, mais le principe, c'est celui-là. On fait une coproscopie le premier jour à J0. On fait une coproscopie sur des chevaux qui excrètent un grand nombre d'œufs de parasites, minimum 6. On les vermifuge avec la molécule à traiter, et 15 jours après, on regarde ce qui se passe dans les crottins, savoir si les molécules sont 100% efficaces, on doit avoir 0 E. Et puis, si on commence à avoir des pourcentages qui diminuent, c'est qu'on a déjà des problèmes de résistance dans l'écurie. Alors, comment ces résistances apparaissent et quelles sont les pratiques à risque? On a globalement 2 grandes catégories de facteurs. Les facteurs liés au traitement antiparasitaire et les facteurs liés à la conduite d'élevage. Effectivement, si on a beaucoup de chevaux avec beaucoup de densité, beaucoup de crottins infestés, on sait qu'on va devoir vermifuger plus fréquemment, et donc on revient à cette surutilisation des vermifuges. Donc, pour les facteurs liés au traitement, on a vu, le facteur de sélection, c'est bien la fréquence des traitements. Donc, notamment cette vermifugation systématique de tous les équidés 4 fois par an, qui était la règle autrefois, parce qu'on voulait cibler les grands strongles. On n'avait pas de molécules efficaces contre les larves de grands strongles. Donc, on était obligé de répéter les traitements pour atteindre ces parasites, d'où le dogme de au moins 4 vermifugations par an. Donc ça a accru la pression de sélection. Le sous-dosage est également un facteur très important, et surtout le sous-dosage relatif, parce que là encore, on va vraiment sélectionner les parasites résistants et éliminer les parasites sensibles.
L'utilisation de molécules très rémanentes, ça aussi c'est un point important parce qu'en fin d'activité de ces molécules, on a un sous-dosage dans l'organisme qui sélectionne les parasites résistants. De la même façon, et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, l'utilisation systématique de molécules actives sur les larves enquistées de petits strongs dans la muqueuse est un facteur de diffusion de la résistance. L'utilisation de spécialités sans autorisation de mise sur le marché pour les chevaux, c'est de la même façon, on ne sait pas très bien dans l'organisme quelle est la pharmacocinétique de ces molécules et on peut être en sous-dosage à certains moments. L'alternance trop rapide de vermifuges, parce que là, si on a une résistance qui apparaît sur une famille d'anthelmintiques et qu'on change trop rapidement l'autre famille d'anthelmintiques, on va arriver à des problèmes de multirésistance. Le dose and move, ça je vais vous en parler dans un instant, et la mauvaise période de traitement également. Donc bien retenir les deux facteurs les plus importants, la fréquence de vermifugation et le sous-dosage sont des inducteurs de résistance. Alors, les facteurs liés à la conduite d'élevage, l'absence de quarantaine lors de nouveaux chevaux qui arrivent dans la structure. Alors, bien sûr, il y a tous les problèmes bactériens, sanitaires, mais également un nouveau cheval peut arriver avec des parasites résistants. Ça a été le cas, je vous ai parlé de ces cas de résistance aux États-Unis. C'était des yearlings importés d'Irlande qui sont arrivés dans un nouvel élevage porteurs de parasites résistants résistance qui a diffusé après tranquillement dans la structure. Donc tout ce qui mène à une contamination importante des herbages va conduire au parasitisme des chevaux, donc on va devoir vermifuger plus souvent. Donc c'est tout ce qui concerne la gestion et l'hygiène des herbages, des paddocks, la surdensité. Pour les éleveurs, l'utilisation récurrente des paddocks de nurserie, parce que dans ces paddocks, on va avoir une accumulation massive d'œufs d'ascaris qui sont très résistants dans le milieu extérieur. Donc les poulains vont présenter des signes cliniques d'ascaridiose, donc on va devoir les vermifuger plus souvent. Et donc l'absence de gestion par groupe d'âge, mélange des classes d'âge, pareil, qui conduisent à faire que les animaux les plus sensibles vont être plus parasités. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place la surveillance de ces résistances par rapport aux nématodes dans vos structures. Donc, pour finir, comment limiter le développement des résistances? On a vu l'émergence des résistances, elle est inévitable, hein, c'est un processus biologique, mais il ne faut pas laisser ces résistances se diffuser. Donc maintenant, ce qui n'était pas une problématique il y a 30-40 ans, quand on vermifuge les chevaux, on a deux objectifs. Bien sûr, le premier, c'est de garder les chevaux, les poulains, les yearlings, enfin tous les animaux en bonne santé, en évitant qu'ils soient trop parasités et qu'ils développent des signes cliniques. Mais parallèlement à ça, et c'est un peu un objectif contradictoire, il faut absolument se dire qu'il faut limiter le développement des résistances dans sa structure. Et comment on va faire? Le principe, c'est donc, vous avez dû en entendre parler, c'est toutes ces notions de vermifugation raisonnée. Et la vermifugation raisonnée, le seul but, c'est de garder des refuges de parasites sensibles, des refuges de sensibilité. Alors, cette notion de refuge, c'est des parasites qui ne sont pas soumis à la pression de sélection des antiparasitaires. Quand on vermifuge ou quand on ne vermifuge pas certains chevaux, un pool de parasites sensibles va échapper à cette pression de sélection. Et on sait que plus la proportion de parasites présentes dans les refuges est importante au moment du traitement,
plus le nombre de générations nécessaires au développement de la résistance sera élevé, donc plus ce sera long. Donc là, c'est un petit schéma pour illustrer ça. Donc vous avez des parasites sensibles et résistants hébergés par un cheval. Et puis là, on a nos refuges, nos fameux refuges, avec un pool de parasites sensibles qui vont diluer la résistance après la vermifugation. Donc, quels sont ces refuges de sensibilité? Où sont-ils dans les chevaux? Eh bien, bon, si on prend l'exemple des petits strongles, on a par exemple les strongles adultes et larves qui sont présents chez les chevaux qu'on va sciemment ne pas vermifuger à certaines périodes de l'année. Donc ça, c'est le premier refuge de sensibilité. Deuxième refuge de sensibilité, je vous ai parlé de ces larves de cyatostome, ces larves de petits strongles qui sont enquistées dans la paroi intestinale. Chez certains chevaux, on ne vermifugera pas contre ces larves car elles constituent également un refuge de sensibilité. Et troisième refuge de sensibilité, les œufs et les larves de strongles qui sont dans les herbages. Alors, le premier refuge, donc les strongles chez les animaux non vermifugés, donc ça c'est la fameuse vermifugation raisonnée. Alors on parle bien de vermifugation raisonnée sur des chevaux adultes en bonne santé qui ont une bonne immunité, qui se défendent correctement contre les parasites. On ne parle pas des poulains ni des jeunes chevaux. Donc dans une population de chevaux adultes en bonne santé, on a à peu près 20 à 30% des animaux qui sont des forts excréteurs, c'est-à-dire qu'ils hébergent des petits strongles et ils excrètent beaucoup d'œufs de ces parasites dans les herbages. Donc l'idée chez les chevaux adultes en bonne santé, c'est de repérer par la coproscopie les animaux forts excréteurs. Et on fait ça que sur les chevaux adultes parce que les jeunes chevaux ont une immunité moins performante et eux sont par définition, on les considère comme des forts excréteurs. Donc le principe de la vermifugation raisonnée, là vous avez 5 chevaux, le cheval est un fort excréteur, hein, il est porteur de beaucoup de parasites et il excrète de nombreux œufs dans les herbages, alors que les autres chevaux A, B, C, D sont des faibles excréteurs, ils hébergent moins d'œufs, ils vont excréter moins d'œufs de strongles sur les pâtures. Donc à certaines périodes de l'année, on va décider de ne vermifuger que le cheval E. Donc effectivement, il va éliminer sur les herbages que des œufs de parasites résistants, mais ces parasites résistants seront dilués par le pool de parasites sensibles des chevaux faibles excréteurs non vermifugés. Donc ça, c'est le grand principe de la vermifugation raisonnée. Donc concrètement, quand on met en place des plannings de vermifugation sur les chevaux adultes, alors sur tous les chevaux, il y a une vermifugation qui est incontournable, c'est la vermifugation de fin d'automne, début d'hiver. Donc là, tous les chevaux seront vermifugés, qu'ils soient faibles ou forts excréteurs. Au printemps, pour les faibles excréteurs, ça dépendra du contexte de la structure. Et par contre, on ne les vermifugera pas début d'été, début d'automne, pour garder ce pool de parasites sensibles. Et à contrario, les forts excréteurs dont font partie les jeunes chevaux seront vermifugés beaucoup plus fréquemment pour leur santé et pour éviter qu'ils disséminent sur les herbages de nombreux parasites. Et à noter que les poulinières, il faut les considérer comme des chevaux adultes en bonne santé. Donc là encore, on va repérer celles qui sont faibles et fortes excrétrices. Et sur les faibles excrétrices, on peut les vermifuger qu'une fois autour du poulinage et une autre fois en fin d'automne, début d'hiver. Deuxième refuge de sensibilité, les larves enquistées dans la muqueuse. Donc ces larves enquistées dans la muqueuse intestinale, ces larves de petits strongles, elles peuvent donner naissance à cette maladie qu'on appelle la cyatostomose larvaire, qui est une maladie assez spécifique des jeunes chevaux entre 1 et 3 ans.
Donc en fin d'automne, on peut avoir une accumulation de ces larves de petits strongs, ce qui va se traduire par un amaigrissement très important ou des diarrhées profuses au printemps quand ces larves sortent de la muqueuse intestinale. Mais c'est vraiment une maladie qui atteint les jeunes chevaux du fait, là encore, de leur immunité non performante. Les chevaux adultes en bonne santé ne sont pas du tout sujets à cette affection. Donc il n'est pas nécessaire chez les chevaux adultes d'utiliser des larves qui vont aller cibler ces larves enquistées dans la muqueuse. Et là encore, on va préserver un refuge de sensibilité. Dernier refuge de sensibilité, les œufs et les larves qui sont disséminés sur les herbages. Donc là, il faut également les préserver. Donc c'est cette fameuse notion du dose and move et move and dose. Donc auparavant, les recommandations, c'était de vermifuger les animaux avant de les mettre sur une parcelle saine, sans parasites, qui a été préservé pour pour les changements d'herbage. Le problème quand on fait ça, on vermifuge les chevaux, donc ils vont garder que leurs parasites résistants et ils vont disséminer des œufs et des larves sur les pâtures que de parasites résistants. Donc maintenant, dans certaines conditions, c'est pas un dogme, mais il faut essayer de s'inspirer de l'autre technique, c'est-à-dire on va changer d'herbage, on va laisser les chevaux disséminer sur l'herbage des parasites, en grande majorité des parasites sensibles, quelques résistants, et puis après, quand on vermifuge, les chevaux pourront réabsorber des parasites sensibles. Et là encore, c'est vraiment une technique intéressante pour limiter la diffusion des résistances. Donc, en conclusion, ce qu'il faut faire pour limiter l'émergence et la diffusion des parasites résistants, donc éviter l'introduction, donc bien surveiller par décoproscopie tous les animaux qui rentrent dans votre élevage. Très important, surveiller l'efficacité des vermifuges régulièrement, même si vous n'avez pas de signes d'alerte. On a vu, c'est des signes d'alerte qui sont tardifs. Donc, faire des coproscopies J0, vermifuge J14, appliquer la bonne dose de vermifuge, hein, ça c'est très important. Parfois on a des échecs à la vermifugation, ce n'est pas des résistances mais c'est tout simplement un sous-dosage. Et le sous-dosage est inducteur de résistance. Faire une vermifugation limitée, on a vu sur les adultes en bonne santé. Donc là encore, ça passe par la coproscopie. Répartir les équidés en fonction de leur âge et du statut physiologique. Et puis, bien sûr, j'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais comme on sait que tout passe par les crottins, hein, les formes de dissémination, que ce soit, enfin les œufs, sont contenus dans les crottins. Tout ce qui peut limiter la contamination des paddocks, des petits espaces, c'est important. Donc le ramassage des crottins sur les petites surfaces est important. Éviter la surdensité, éventuellement mettre en place du copâturage avec des bovins, faire des rotations d'herbage, voir si on a des pâtures beaucoup trop infestées, et ben ne plus mettre de chevaux dessus, et puis faire du foin pendant quelques années. Donc là, il y a énormément de choses à mettre en place, bien sûr, également. Et donc, en conclusion, devenons antelmintiques responsables, hein, pour faire un clin d'œil à l'antibio-responsabilité. Les résistances sont présentes en France et certaines sont très répandues. On a nos premiers cas avérés de résistance aux petits strangles au Royaume-Uni et aux USA. Donc peut-être qu'elles sont là aussi en France, mais que pour l'instant, on ne les a pas clairement identifiées. Et le problème, c'est la santé des équidés. Avec quoi on va pouvoir les traiter contre les maladies parasitaires si on n'a plus de molécules efficaces. Donc vraiment, cela passe par la gestion
plus durable de l'infestation parasitaire, par la vermifugation raisonnée qui est vraiment basée sur la coproscopie et la gestion des mesures environnementales. Et ça peut passer par un audit parasitaire, c'est-à-dire de faire vraiment avec son vétérinaire un état des lieux du parasitisme dans votre structure. Quels sont les parasites, quels sont les types d'animaux, des poulains, des yearlings, des poulinières, des chevaux adultes, quelles sont les molécules efficaces et comment on va mettre en place son programme de vermifugation pour toutes ces classes d'âge en fonction des molécules disponibles. Et puis bien penser que utiliser une molécule, c'est s'exposer au fait qu'un jour il y aura des résistances contre cette molécule. C'est biologique, sauf si on fait ce qu'il faut. Donc si un jour on a une nouvelle molécule efficace qui arrive sur le marché, il faudra garder ces mêmes principes de vermifugation raisonnée. Et donc quand on vermifuge, toujours se poser la question de la nécessité du traitement et de vraiment faire la part des choses entre la nécessité du traitement et l'émergence et la diffusion des résistances.